Ainsi m'est-il apparu une nouvelle vérité, et c'est qu'il est vain et illusoire de s'occuper de l'avenir, mais que la seule opération valable est d'exprimer le monde présent. Et qu'exprimer, c'est bâtir avec le disparate présent le visage un qui le domine, c'est créer le silence avec les pierres. Toute autre prétention n'est que vent de parole. Et certes, nous savons tous combien les raisonnements sont trompeurs. Ceux-là que je regardais, les arguments les plus habiles et les démonstrations les plus impérieuses n'entraînaient point leur conviction. Oui, disait-il, tu as raison, et cependant je ne pense point comme toi. Ceux-là, on les disait stupides, mais je compris qu'ils n'étaient point stupides, mais bien au contraire les plus sages. Ils respectaient une vérité que les mots ne charriaient point. Car les autres, ils s'imaginent que le monde tient dans les mots et que la parole d'homme exprime l'univers et les étoiles, et le bonheur et le soleil couchant, et le domaine et l'amour, et l'architecture et la douleur et le silence. Mais moi j'ai connu l'homme en face de la montagne, qu'il avait mission de saisir, pelleté par pelleté. Je pense certes que les géomètres, quand ils ont dessiné les remparts, tiennent dans les mains la vérité de leurs remparts, et que l'on saura les construire selon leur figure. Car il est des remparts une vérité pour géomètre, mais quel géomètre comprend les remparts dans leur importance? Où lisez-vous dans leurs dessins que les remparts constituent une digue qui vous permet de les découvrir semblables à l'écorce du cèdre à l'intérieur de laquelle s'édifie la cité vivante? Où voyez-vous que les remparts sont écorces pour la ferveur et qu'ils permettent l'échange des générations en Dieu dans l'éternité de la forteresse? Ils y voient pierre, ciment et géométrie. Et certes, les remparts sont pierre, ciment et géométrie. Mais ils sont également les maîtres couples d'un navire à l'abri pour les destinées particulières. Et je crois, moi, d'abord aux destinées particulières. Car cette fleur unique, c'est la fenêtre ouverte sur la connaissance du printemps, c'est le printemps devenu fleur, car n'est rien pour moi un printemps qui n'aurait point formé de fleurs. Non point important peut-être, en vérité, l'amour de cette épouse qui attend le retour de l'époux. Non point tellement important la main qui agite avant le départ, mais signe de quelque chose d'important. Non point tellement important la lumière particulière qui brille à l'intérieur du rempart comme la lanterne d'un navire. Voilà cependant une vie éclose dont je ne sais pas mesurer le poids. Des remparts lui servent d'écorce, et cette cité est l'arbre contenu dans sa gaine, et cette fenêtre, une fleur de l'arbre. Et derrière cette fenêtre, peut-être un enfant pâle qui boit encore son lait, et ne connaît point sa prière, et joue et balbutie, mais sera conquérant de demain, et fondera des villes nouvelles qu'il accroîtra de leurs remparts. Et voilà la graine de l'arbre. Plus important, moins important, comment saurais-je? Et cette question pour moi n'a point de sens. Car l'arbre, je l'ai dit, il ne faut point le diviser pour le connaître. Mais quel géomètre connaît ces choses? Il croit comprendre les remparts puisqu'il les bâtit. Il croit que sa géométrie contient tout entier les remparts puisqu'il suffit de l'imposer au ciment et à la pierre pour que la ville se fortifie. Mais il est autre chose qui les domine, et si je désirais montrer ce qu'est un rempart en vérité, je vous réunirais autour de moi, et d'année en année, vous apprendriez à les découvrir sans jamais épuiser le travail, car il n'est point de mots pour les contenir dans leur essence. Et je n'en montre que des signes comme en est signe la géométrie, mais aussi ces bras de l'époux autour de l'épouse, laquelle est enceinte, lourde d'un monde, et qu'il protège. Comme celui-là qui vient avec ses pauvres mots montrer à l'autre qu'il a tort d'être triste, et où voyez-vous que l'autre est changé? Ou qu'il a tort d'être jaloux, ou tort d'aimer? Et où voyez-vous que l'autre guérit de l'amour? Les mots essaient d'épouser la nature et de l'emporter. Ainsi j'ai dit montagne, et j'emporte la montagne en moi, avec ses hyènes et ses chacals, et ses ravins pleins de silence, et sa montée vers les étoiles jusqu'aux crêtes mordues par les vents. Mais ce n'est qu'un mot qu'il faut remplir. Et quand j'ai dit rempart, il faut aussi remplir. Et les géomètres y ajoutent quelque chose. Et les poètes et les conquérants, et l'enfant pâle et la mère qui, grâce à eux, peut s'occuper de souffler sur la braise pour réchauffer le lait du soir sans que le carnage la vienne distraire. Et s'il m'est possible de raisonner sur la géométrie des remparts, comment raisonnerais-je sur ces remparts eux-mêmes que mon langage ne sait point contenir? Car ce qui est vrai d'un signe est faux d'un autre. Pour me montrer la ville, on me conduisait quelquefois sur le sommet d'une montagne. « Regarde là notre cité », me disait-on. Et j'admirais l'ordonnance des rues et le dessin de ses remparts. « Voilà, disais-je, la ruche où dorment les abeilles. Au petit jour, elles se répandent dans la plaine dont elles sucent les provisions. Ainsi les hommes cultivent et ils récoltent.
et des processions de petits ânes ramènent vers les greniers et les marchés et les réservent le fruit du travail du jour. La cité répand ses hommes dans l'aube, puis les rentre en soi avec leurs fardeaux et leurs provisions pour l'hiver. L'homme est celui-là qui produit et qui consomme. Ainsi le favoriserai-je en étudiant avant tous ces problèmes et en administrant la fourmilière. Mais d'autres, pour me montrer leur ville, me faisaient traverser le fleuve et l'admirer de l'autre rive. Je découvrais donc, de profil sur la splendeur du crépuscule, ces maisons, les unes plus hautes, les autres moins hautes, les unes petites, les autres grandes, et la flèche des minarets accrochant comme des mâts la fumée des nuages pourpres. Elle se révélait à moi semblable à une flotte en partance, et la vérité de la ville n'était plus ordre stable et vérité de géomètre, mais assaut de la terre par l'homme dans le grand vent de sa croisière. Voilà, disais-je, l'orgueil de la conquête en marche. À la tête de mes cités, je placerai des capitaines, car c'est de la création que l'homme tire d'abord ses joies et du goût puissant de l'aventure et de la victoire. Et ce n'était ni plus vrai ni moins vrai, mais autre. Certains, cependant, pour me faire admirer leur ville, m'entraînaient avec eux à l'intérieur de leurs remparts et me conduisaient d'abord au temple. Et j'entrai, pris dans le silence et l'ombre et la fraîcheur. Alors je méditais, et ma méditation me paraissait plus importante que la nourriture ou la conquête, car je m'étais nourri pour vivre, j'avais vécu pour conquérir, et j'avais conquis pour revenir et méditer et me sentir le cœur plus vaste dans le repos de mon silence. Voilà, disais-je, la vérité de l'homme. Il n'existe que par son âme. À la tête de ma cité, j'installerai des poètes et des prêtres, et ils feront s'épanouir le cœur des hommes. Et ce n'était ni plus vrai, ni moins vrai, mais autre. Et maintenant, dans ma sagesse, si j'use du mot ville, je ne m'en sers point pour raisonner, mais pour spécifier simplement tout ce dont elle charge mon cœur et que l'expérience m'en a enseigné. Et ma solitude dans ses ruelles, et le partage du pain dans ses demeures, et sa gloire de profil dans la plaine, et son ordre admiré du haut des montagnes. Et bien d'autres choses que je ne sais dire, ou auxquelles je ne songe point, dans l'instant. Et comment userais-je du mot pour raisonner, puisque ce qui est vrai d'un signe est faux d'un autre? Mais par-dessus tout, il m'a paru quelque chose d'impérieux en ce qui concerne l'héritage des hommes, héritage que de génération en génération, ils se transmettent l'un à l'autre, car si, dans le silence de mon amour, je vais lentement par la ville et regarde celle-là qui parle au fiancé et lui sourit avec une crainte tendre, ou celle-ci qui attend le retour du guerrier, ou cet autre qui réprimande sa servante, ou celui-là qui prêche la résignation ou la justice, ou celui-là qui divise la foule, se dresse dans sa vengeance et prend la défense du faible, ou cet autre simplement qui sculpte son objet d'ivoire et le recommence, et pas à pas se rapproche d'une perfection qui est en lui. Si je considère ma ville quand elle s'endort et fait ce bruit qui va mourant comme celui d'une cymbale que l'on a frappée, et qui résonne encore et qui s'apaise comme si le soleil l'avait agité, de même qu'il agite un essaim d'abeilles, puis vient le soir qui lasse leurs ailes et rentre le parfum des fleurs, et il n'est plus pour les guider de sillage dans le lit des vents. Quand je vois s'éteindre ces lumières et tous ces feux s'endormir sous la cendre, chacun ayant rentré son bien, qui sa moisson au fond des granges, qui ses enfants qui jouaient sur le seuil, qui son chien ou son âne, qui son tabouret de vieillard, quand enfin ma ville repose rangée comme un feu sous la cendre, et que toutes les réflexions, toutes les prières, tous les projets, tous les élans, toutes les craintes, tous les mouvements de cœur pour saisir ou pour rejeter, tous les problèmes non résolus qui attendent leur solution, toutes les haines qui ne tueront point avant le jour, toutes les ambitions qui ne découvriront rien avant l'aube, toutes les prières qui lient l'homme à Dieu réservé, inutiles comme des échelles dans le magasin, sont en sursis et comme morts mais non éteints puisque ce gigantesque patrimoine, qui ne sert de rien dans l'instant, n'est point perdu mais réservé et reporté, et que le soleil dès qu'il agitera l'essaim le rendra comme un héritage, et que chacun reprendra sa recherche, sa joie, sa peine, sa haine ou son ambition, et que ma colonie d'abeilles retournera à ses chardons et à ses lys, alors je me demande, qu'est-il de ces greniers d'images? Et il me paraît bien évident que si je disposais d'une humanité encore inanimée, et si je voulais l'éduquer et l'instruire et la remplir des mêmes 1000 mouvements divers, le pont du langage n'y suffirait point. Car certes nous communiquons, cependant les mots de nos livres ne contiennent point le patrimoine. Et si je prends des enfants, et si je les brasse, et si je les enseigne chacun dans une direction arbitraire, alors j'aurai perdu une partie de l'héritage. Ainsi de mon armée, s'il ne s'établit point de l'un à l'autre la continuité du contact qui fait de cette armée une dynastie sans rupture.
Et certes, ils recevront les enseignements de leurs caporaux, et certes, ils subiront l'autorité de leurs capitaines, mais les mots dont disposent et caporaux et capitaines ne sont que réservoirs infiniment insuffisants pour transmettre de l'un à l'autre un acquis qui ne peut pas se dénombrer et ne s'exprime point en formule, et qu'il n'est point possible de faire charrier par la parole ou par le livre, car il s'agit d'attitudes intérieures et de points de vue particuliers, et de résistance, et d'élan, et de systèmes de liaison entre les pensées et entre les choses. Et si je veux les expliquer ou les exposer, je les démontre en leur partie, et il n'en reste rien. Ainsi du domaine qui appelle l'amour et dont je n'aurais rien dit si j'ai parlé des chèvres, des moutons, des demeures et des montagnes, et dont le trésor intérieur ne se transmet point par la parole, mais par la filiation de l'amour. Et d'amour en amour, il se lègue cet héritage. Mais si vous rompez le contact une seule fois, de génération en génération, alors meurt cet amour. Alors votre armée n'est plus que façade d'une maison vide et s'éboulera au premier coup, et si vous rompez le contact entre le meunier et son fils, alors vous y perdrez le plus précieux du moulin, et sa morale et sa ferveur, et les 1000 coups de main qui ne s'expriment pas, et les 1000 attitudes qui se justifient mal par la raison, mais qui sont, car il est plus d'intelligence enfouie dans les choses telles qu'elles sont que dans les mots. Mais vous leur demandez de rebâtir le monde par la seule lecture du petit livre qui n'est qu'image et reflet inefficace et vide devant la somme des expériences. Et vous faites de l'homme une bête primitive et nue, ayant oublié que l'humanité dans sa démarche est celle d'un arbre qui croît et se continue de l'un à travers l'autre, comme la puissance de l'arbre dure à travers ses nœuds et ses torsades et la division de ses branches. Et j'ai affaire à un grand corps, et j'ignore, moi, ce que c'est que mourir quand je regarde du haut de ma cité, car ici et là tombent des feuilles, ici et là naissent des bourgeons, et cependant dure le tronc solide à travers. Mais par ces mots particuliers, rien d'essentiel n'est lésé, et tu le vois, ce temple, continuer de se bâtir et ce grenier continuer de se déverser et de se remplir, et ce poème d'embellir et de se lustrer l'épaulement courbe de la fontaine. Mais si tu sépares les générations, c'est comme si tu voulais recommencer l'homme lui-même dans le milieu de sa vie, et ayant effacé de lui tout ce qu'il savait, sentait, comprenait, désirait et craignait, remplacer cette somme de connaissances devenues chères par les maigres formules tirées d'un livre, ayant supprimé toute la sève qui montait à travers le tronc, et ne transmettant plus rien aux hommes que ce qui est susceptible de se codifier. Et comme la parole fausse pour saisir, et simplifie pour enseigner, et tue pour comprendre, il cesse d'être alimenté par la vie. Mais moi je dis, il est bon de favoriser dans la cité la jeunesse des dynasties. Et si d'un petit groupe sont seuls tirés mes guérisseurs, mais disposant d'un héritage complet et non seulement de quelques mots, je disposerai en fin de compte de guérisseurs de plus de génie que si j'étends ma sélection à tout mon peuple et engage les fils de soldats et de meuniers. Et ce n'est point que je brime les vocations, car ce tronc formera un noyau assez dur pour que j'y puisse greffer des branches étrangères. Et ma dynastie absorbera et transformera en soi-même les aliments nouveaux que les vocations lui fourniront. Car une fois de plus, il me fut enseigné que la logique tue la vie, et qu'elle ne contient rien par elle-même. Mais ils se sont trompés sur l'homme, les faiseurs de formules. Et ils ont confondu la formule qui est ombre plate du cèdre avec le cèdre dans son volume, son poids, sa couleur, sa charge d'oiseaux et son feuillage, lesquels ne sauraient s'exprimer et tenir dans le faible vent des paroles. Car ceux-là confondent la formule qui désigne et l'objet désigné. Ainsi m'apparut-il qu'il était vain et dangereux d'interdire les contradictions. Ainsi répondais-je à mes généraux qui me venaient parler de l'ordre, mais confondaient l'ordre qui est puissance avec l'arrangement des musées. Car moi je dis que l'arbre est ordre. Mais ordre ici, c'est unité qui domine le disparate. Car cette branche-ci porte son nid d'oiseau, et cette autre ne le porte point. Car celle-ci porte son fruit, et cette autre ne le porte point. Car celle-ci monte vers le ciel, et cette autre penche vers le sol. Mais ils sont soumis, mes généraux, à l'image des revues militaires, et ils disent que sont en ordre les objets seuls qui ne diffèrent plus les uns des autres. Ainsi, si je les laissais faire, ils perfectionneraient les livres saints qui montrent un ordre, lequel est sagesse de Dieu, en mettant en ordre les caractères dont le premier enfant venu verrait bien qu'ils sont tous mêlés. Ainsi les A ensemble, les B ensemble, les C ensemble, et ainsi disposerait-il d'un livre bien en ordre, un livre pour généraux.
Et comment supporterait-il ce qui ne peut se formuler ou n'a pas abouti encore ou entre en contradiction avec une autre vérité? Comment serait-il que dans un langage qui formule mais ne saisit point, deux vérités peuvent s'opposer, et que je puis parler sans me contredire de la forêt ou du domaine, malgré que ma forêt empiète sur plusieurs domaines sans peut-être en couvrir un seul en totalité, et mon domaine sur plusieurs forêts sans qu'aucune peut-être y soit entièrement contenue. Et l'un ne nie point l'autre. Mais voici que mes généraux, s'ils célèbrent les domaines, font trancher la tête des poètes qui chanteraient la forêt. Car autre chose est de s'opposer et autre chose de se contredire, et je ne connais qu'une vérité qui est la vie, et je ne reconnais qu'un seul ordre qui est l'unité quand elle domine les matériaux. Et peu m'importe si les matériaux sont disparates. Mon ordre, c'est l'universelle collaboration de tout à travers l'un, et cet ordre m'oblige à création permanente. Car il m'oblige à fonder ce langage qui absorbera les contradictions, et qui lui-même est vie. Il ne s'agit jamais de refuser pour créer l'ordre. Car si d'abord je refuse la vie et aligne ceux de ma tribu comme des poteaux le long d'une route, est parfait l'ordre que j'ai atteint. Également si je réduis mes hommes à n'être plus qu'une colonie de termites. Mais en quoi les termites me séduiraient-ils? Car j'aime l'homme délivré par sa religion et vivifié par les dieux que je fonde en lui. Maison, domaine, empire, royaume de Dieu, afin qu'ils se puissent échanger toujours contre plus vaste que soi. Et pourquoi ne les laisserais-je point disputer entre eux, sachant que le geste qui réussit est fait de tous ceux qui manquent leur but, et sachant que pour se grandir, l'homme doit créer et non répéter. Car alors, il ne s'agit plus pour lui que de consommer des provisions faites, sachant enfin que tout, même la forme de la carène, doit s'accroître et vivre et se transformer, sinon elle n'est plus que mort, objet de musée ou routine. Et je distingue d'abord la continuité de la routine, et je distingue la stabilité de la mort. Ni la stabilité du cèdre, ni la stabilité de l'empire ne se fondent sur leur décrépitude. Ceci est bien, disent mes généraux, et ne changera donc plus. Mais moi je hais les sédentaires, et dis mortes les villes achevées. Mauvais quand le cœur l'emporte sur l'âme, quand les sentiments l'emportent sur l'esprit. Ainsi, dans mon empire, il m'est apparu qu'il était plus facile de souder les hommes par le sentiment que par l'esprit qui domine le sentiment. Sans doute signe de ce que l'esprit doit devenir sentiment, mais qu'il n'est point d'abord de sentiment qui compte. Ainsi m'est-il apparu qu'il ne fallait point soumettre celui qui crée aux soins de la multitude, car c'est sa création même qui doit devenir le souhait de la multitude. La multitude doit recevoir de l'esprit et changer ce qu'elle a reçu en sentiment. Elle n'est qu'un ventre. La nourriture qu'elle reçoit, elle la doit changer en grâce et en lumière. Mon voisin a forgé le monde parce qu'il l'éprouvait dans son cœur, et il a fait de son peuple un hymne. Et voici que dans son peuple, on a craint la solitude et la promenade sur la montagne, quand elle se déroule sous les pieds comme la traîne du prophète. Et là, le colloque avec les étoiles et l'interrogation glaciale et le silence fait autour, et cette voix qui parle et ne parle que dans le silence, et celui-là qui en revient allaité par les dieux. Et il redescend calme et grave, rapportant son miel ignoré sous sa pèlerine. Et ceux-là seuls rapporteront du miel qui auront eu le droit de quitter la foule, et toujours ce miel paraîtra amer. Et toute parole nouvelle et fertile paraîtra amère, parce que, je l'ai dit, nul n'a connu de mue joyeuse. Et si je vous élève, c'est que je vous tire hors de votre peau, comme d'une gaine pour vous habiller, comme le serpent d'une peau plus neuve. Et voilà que ce chant deviendra cantique, comme un embrasement de forêt sort d'une étincelle. Mais l'homme qui refuse ce chant, et la populace qui interdit à l'un de ses membres de s'affranchir d'elle pour se retrancher sur la montagne, voilà qu'il tue l'esprit. Car l'espace de l'esprit, là où il peut ouvrir ses ailes, c'est le silence.